Bonsoir monsieur Laporte. Bonsoir. On s'était rencontrés à une autre occurrence il y a 4 ans au Mondial de l'Automobile et vous aviez à l'époque une casquette Peugeot. Absolument. Désormais c'est plutôt la casquette Alfa Romeo, au sens propre mot figuré. Cela va faire 18 mois que vous êtes à la tête de la marque il me semble. Absolument. Ça fait 18 mois. Comment est-ce que vous résumeriez ces 18 mois 18 mois intenses, je dirais. Il y a deux points qui... intensité et puis bonheur. Ah ouais. Je pense que... j'ai la chance d'avoir un métier qui est fait que, à peu près depuis tout petit, je me suis régalé, puisque ça fait une trentaine d'années que je suis dans ce métier. Donc j'ai eu la chance de faire plein de choses extrêmement intéressantes, évidemment avec un point d'orgue qui a été pendant 5 ans de présider aux destinées de la marque Peugeot. Mais je disais, mais alors qu'est-ce qui se passe après? Parce que quand vous avez des jobs de ce style-là, vous dites, bon, il se passe quoi après Peugeot? Et je me disais, comment finalement tu vas te renouveler? Parce qu'à un moment donné, dans la carrière, il faut se renouveler. Et donc avec Alfa Romeo, j'ai ouvert un pan de ma carrière complètement différent. Je passe d'une grosse machine à une start-up, finalement. Puisque vous parlez de Alfa Romeo face à Peugeot, c'est 60 000 voitures d'un côté, 1,5 million ou 2 millions, d'accord? En termes de production, oui. En termes de production. Et après, avec deux histoires extraordinaires, 200 ans d'un côté, 112 de l'autre. La France d'un côté, l'Italie de l'autre. Bon, donc je me suis complètement renouvelé en passant les Alpes, pour faire court. Mais renouvelé en partie, parce qu'en fait, j'ai retrouvé un pays qui est un peu le mien, puisque il ne nous a pas échappé que j'ai un nom à consonance italienne. Donc, quelque part, une espèce de lien qui s'est formé entre la France et l'Italie il y a quelques années, que j'ai retrouvé à l'occasion de cette mutation. Donc, la mutation est le sens propre. Parce que je suis parti 3 jours après avoir été nommé en Italie. Ma femme m'a suivi, mon épouse m'a suivi immédiatement, elle m'a fait le bonheur de me suivre immédiatement. Et mon fils, pour tout vous dire, est passé d'un cursus universitaire au UK à la Bocconi et à Milan. C'est-à-dire que toute la cellule familiale, seule ma fille qui est en médecine à Paris, est restée à Paris, mais toute la cellule familiale a basculé. Pourquoi? Parce que Alfa Romeo, ça ne se gère pas à Paris. Alfa Romeo, ça se gère en Italie. Alfa Romeo, ça se dessine en Italie, ça se vit en Italie, et en l'occurrence, pour Cassino et Pomigliano, ça se fabrique en Italie. Donc voilà ce que j'ai vécu. Alors donc faire ça, c'est intense, et faire ça, c'est du bonheur. Alors intensité parce que dès le début, on s'est dit, on va écrire avec les équipes un plan produit 10 ans. Dès le début, on a dit, on finit Tonale et on le lance à l'heure. Et dès le début, on a dit, on ne fait pas d'arbitrage entre volume et qualité. Donc c'est clair, et donc ça a été le début d'une grande aventure dont le point de départ est le lancement de Tonale, et finalement aujourd'hui, et qui est passionnante. Voilà. Vous l'aviez retardé, il me semble, de 3 mois pour des raisons de mise en place, de conformité qualité. Ces 3 mois ont donc été... Bon, c'est simple, hein. Pour 3 mois, on a fait 2 choses. On a fait on va dire, on a piloté la convergence style technique Indus et on a mis en maturité la face avant notamment, et les jeux et affleurements, tous les détails qui font que cette voiture dans son segment est aujourd'hui reconnue comme premium et semble remporter quelques comparatifs assez intéressants face à une concurrence de très haut niveau. Bon. Et 2, on a mis à profit ces 12 semaines pour prioriser le lancement des versions hybrides, pour supprimer toute référence à des boîtes de vitesse manuelles, 100%, et pour donner à la voiture un contenu software assez exceptionnel. Personne ne nous attendait là-dessus.
Les gens nous ont dit, voilà, on t'attendait avec une voiture jolie, ouais, c'est bien. On t'attendait avec une voiture électrique, bon ça c'est normal. Mais on ne t'attendait pas avec du software. Et on a surpris un peu les gens parce qu'on est arrivé avec software d'abord. D'ailleurs, j'ai ouvert la présentation de la voiture, pas avec, vous allez rire, elle est électrique, non, non. J'ai ouvert la présentation de la voiture et dit, vous avez vu le software? Ben, on n'est pas derrière, on est devant. Et donc, ça a secoué un peu. Mais on a mis à profit ce décalage-là pour travailler sur ces sujets. Quand vous parlez de software, vous parlez aussi de la stratégie d'installer Alfa Romeo dans le monde des NFT où désormais chaque propriétaire a une traçabilité complète de son véhicule. Absolument. Mais ça, c'est pas... Pour moi, ce qui est derrière, c'est pas un coup marketing. À la limite, je m'en fous parce que l'histoire d'Alfa Romeo, c'est une histoire fonctionnelle. On ne fait rien qui ne sert pas à quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'avais à gérer sur Alfa Romeo? J'avais à gérer un sujet qui s'appelle tu dois faire la preuve que la qualité d'une Alfa Romeo est au niveau des meilleurs. D'accord? Si tu veux faire la preuve que la qualité d'une Alfa Romeo est au niveau des meilleurs, alors tu ne lances pas le produit tant qu'il n'est pas absolument carré. 2, parce que tu n'as pas le moindre doute sur la qualité de ce que tu lances, mais tu es capable de garantir ta voiture 5 ans pour ceux qui prennent un financement. 2. 3, tu travailles la valeur résiduelle de tes voitures. Comment tu travailles la valeur résiduelle de tes voitures? D'abord parce que tu as un pricing qui établit une ambition, et d'une. 2, parce que tu ne fais pas n'importe quoi sur les canaux de vente. Et 3, parce que ta voiture est traçable. C'est-à-dire que n'importe quel propriétaire d'une Tonale, dans 5 ans, il est capable de démontrer ce que sa voiture a fait. Et la façon dont elle a été entretenue. Et en l'occurrence, elle pourra bénéficier du label Certified Pre-Owned Alfa Romeo, qu'on vient de lancer là. Et surtout, ça donnera toutes les garanties de sécurité au prochain acheteur de la voiture. On se dirige dans un monde où les voitures vont durer 15 ans, minimum. Entre 8 et 9 aujourd'hui. Et on se redirige dans un monde où vous allez avoir ce qu'on appelle 3 cascading des VO, 1 à 5 ans, 1 à 10 ans et 1 à 15. Et ça va être d'autant plus vrai quand on va passer à une électrification 100%. Et ça va être d'autant plus vrai quand on va avoir des mises à jour de nos voitures over the air, notamment au niveau software, et ce à partir de 2025 en ce qui nous concerne, d'une manière assez industrielle. Donc, la traçabilité des voitures va devenir de plus en plus importante. Donc moi, le NFT, c'est pas parce que j'ai envie de faire le malin par rapport aux autres, mais c'est un outil qui nous permet d'établir une traçabilité de nos voitures. Dans les 3 mois qui viennent, je vais vérifier que 100% des Alfa Romeo livrés ont un NFT qui les suit. Fondamental. Ça fait la différence. Dans les 6 mois qui viennent, on va voir où on en est, de l'usage de cet outil. Et dans les 5 ans qui viennent, j'espère que la valeur résiduelle de nos voitures va avoir grimpé d'un certain nombre de points qui feront la différence en matière de fidélisation de nos clients par rapport à la situation qu'on a pu connaître avant. Ces 3 mois de décalage, c'est quelque chose qui aurait pu exister si Stellantis n'avait pas existé et si Peugeot n'était, enfin en tout cas le groupe PSA n'était pas rentré un peu dans les arcanes du FCA. J'ai pas de réponse à cette question, je ne sais pas. Moi, je ne raisonne pas, si vous voulez, l'un et ex l'autre. Je suis apatride maintenant, au sens, maintenant, je suis italien. Apatride au pays de l'automobile. Au pays de l'automobile. C'est-à-dire que moi, je vis, je respire Alfa Romeo. D'ailleurs, je vais au boulot tous les matins en étant alfiste. Et votre voiture est? Et moi, ma voiture, ça dépend. Là, je suis venu en Tonale de Turin. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je roule en Stelvio la plupart du temps. Bon. Mais la question ne s'est même pas posée. Je voulais et nous voulions respecter l'intention initiale du showcase qui avait été présenté à Genève il y a un certain temps et on voulait lui faire un bond dans le futur. Bon, on espère que le produit qui est maintenant sur scène a fait le travail. L'avenir nous le dira et c'est que le premier step. Juste après, nous allons vous proposer quelque chose pour 2023. Juste après, nous allons vous proposer quelque chose pour 2024. Et j'espère que vous aurez la démonstration progressive d'un Alfa Romeo qui se stabilise, qui s'affermit, qui progresse, qui se développe et qui de plus en plus vous donne de la techno et de la modernité
sans oublier ses racines. C'est ça que je voudrais vous montrer. C'est justement intéressant par rapport à la question précédente. Comment est-ce qu'on arrive à concilier une marque à d'immenses racines, un peu comme Peugeot d'ailleurs, Alfa Romeo est peut-être le seul constructeur à avoir su tout faire. De la Formule 1 aux utilitaires, en passant par les tractions avant, en étant précurseur avec l'Alfa Sud, en Italie en tout cas, jusqu'à aujourd'hui revenir à la propulsion, alors que c'est peut-être un petit peu hors du temps. Mais, vous avez une bonne culture, un utilitaire bicylindre diesel compresseur, il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient le faire. Et le premier 4x4 aussi avec la Mata, je crois que c'était en 47. Il sait de quoi il parle. Ou alors il a visité Axel Marx en Suisse. Parce que la première fois que je l'ai vu, ce bicylindre, véhicule utilitaire, mais il n'y a pas longtemps d'ailleurs, au passage, je dois reconnaître. Ça fait 3-4 mois que je suis allé voir Axel. Il dit, oh, fais voir, putain, c'est quoi ce machin là? Ah ben c'est un bicylindre. Hein. Et puis on a su faire. Bon. Axel Marx, l'un des plus grands collectionneurs mondiaux d'Alfa Romeo, qui avait ce Toto là. Tiens, je dis, pas possible. Et donc j'ai découvert ça. Enfin bon, tout ça pour dire que... si je devais terminer, comment est-ce qu'on arrive à concilier justement ce que vous disiez, une Alfa Romeo ne va pas être une tablette sur roue, et à la fois une marque qui a un immense patrimoine, mais des clients qui souhaitent de plus en plus de numérique, ou en tout cas d'écran. Point 1. Alors, point 1, le design doit toujours vous rappeler des codes de style ou des codes de notre ADN. Ça, c'est le premier sujet. Donc, confiance à Alejandro Mesoneros pour chaque fois qu'il va vous proposer soit une vision style, soit une auto, vous puissiez avoir assez clairement un point de référence par rapport à ce qui fait notre colonne vertébrale, notre histoire. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je ne suis pas un hystérique de l'anti-modernité, ce n'est pas le sujet. Je vais probablement plus que tout autre profiter de ce que l'apport des données va me permettre de faire. L'intelligence artificielle va me permettre de consolider encore plus mon orientation. Mon orientation, c'est driver-centric. Comment l'intelligence artificielle va m'aider? Très simplement. Elle va me permettre de mettre à disposition du driver, du pilote, l'ensemble des informations utiles et strictement utiles à l'augmentation de son efficacité, de son efficacité de conduite. Donc l'efficience du conducteur. Je ne vais pas choisir des datas qui n'intéressent, par exemple, que le confort. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas là-dessus que je suis, moi. Moi, je suis évidemment au bon niveau de ça, mais non. Ce que je vais choisir et sélectionner dans ce que va m'apporter le software, c'est en quoi celui qui va piloter ma voiture sur des routes de montagne, l'hiver, la nuit, en quoi je vais pouvoir l'aider à améliorer, passer tant de passages, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Mais, on va dire, l'efficience de sa conduite. C'est en cela que je vais être utile. Après, tout le monde me dit, ouais, tout le monde met des écrans d'un mètre carré dans les bagnoles. Ok, je ne suis pas sûr, pour tout vous dire, que ça va durer. Parce qu'il faut quand même se dire une chose. On va assister à une... Je pense qu'on va assister à une dépollution des intérieurs. Et je pense qu'on va assister à une dépollution des contenus. Tout simplement parce que les voitures vont devenir inaccessibles au commun des mortels. Vous rajoutez l'électrification, l'autonomie, les nouveaux powertrains électriques, le software et l'ensemble des réglementations qui vont nous tomber sur les épaules. Si on n'est pas capable de dépolluer et de revenir à une certaine pureté, frugalité, simplicité dans le dessin de nos voitures, nos véhicules vont devenir accessibles à 10% de la population. Même donc, Alfa Romeo Premium est presque, on va vous favoriser. Certes, bien sûr, mais quand même. Bien sûr que ma sortie, elle est vers le haut. Mais il faut qu'on le fasse en étant conscient des choix que l'on fait. Donc nous, on a fixé un truc et c'est simple. Dans les choix d'investissement, c'est design first, électrification au plus haut niveau de performance, c'est-à-dire l'autonomie, le temps de recharge et la performance touchée de route. Et 3, on utilise l'intelligence artificielle et donc les écrans
pour accroître l'efficacité du pilotage. Point barre. C'est pas la peine d'en rajouter, parce que sinon, d'abord on va se perdre, et puis deuxièmement, on va faire des monstres. Et un mot résume Alfa Romeo, sportivité. Donc on s'est défini, les 14 marques de groupe Stellantis, avec le luxe d'un côté, la liberté de l'autre, le muscle car d'un autre côté, vous voyez à qui je fais référence. Moi je suis sportivité. Et on va rester là-dessus. Mais à un moment donné, je vais dire, oh, les écrans, il n'y en aura pas 4 par voiture. Hein. Je sais parfaitement qu'il va falloir que je sois dans l'air du temps, voire même en avance. Mais je ne vais pas le faire au détriment des choix structurants qu'on vient de réaliser. Ça, c'est donc la sportivité, le positionnement d'Alfa Romeo face à des DS et l'ancien. Italie, sportif, rouge. Italie, sportif, rouge. DS. DS, French Art of Travel, Premiumness. Et Lancia, Eleganza Italiana. Et on bosse ensemble. Vraiment, on bosse ensemble, vraiment. C'est-à-dire toutes les semaines avec Béatrice Fouché, Luca Napolitano, on fait nos choix de techno, du cluster premium, en toute harmonie. Personne ne nous confond. Aujourd'hui, personne il ne viendrait à l'idée de personne de confondre DS7 avec Stelvio. Je veux dire, c'est pas le même monde. Et quand vous verrez Lancia arriver, il va arriver en 2024, Luca, avec des offres super. Vous n'allez pas pouvoir confondre la Lancia qui va lancer avec une DS4. Absolument pas. Bon, on y arrive, sans problème. Alfa Romeo est aussi une marque mondiale. Vous êtes présent aux États-Unis, pas encore tout à fait en Asie. Il y aura des développements à attendre de ce côté-là. La Chine et les États-Unis, ça se parle. Contrairement à ce qu'on peut penser, en termes de marché. Ça se parle en termes de marché. Ça se parle. Et qu'est-ce que vous voulez dire les segments qui sont... Ouais. Il y a des segments aux États-Unis qui se retrouvent en Chine. Et je veux rester aux États-Unis parce que j'ai un avantage extraordinaire aujourd'hui dans un monde extrêmement fragmenté, dans un monde qui bouge, d'avoir 2 pieds, l'un en Europe, l'autre aux États-Unis. Il m'en faut un 3e en Chine et au Japon, où j'ai beaucoup de fans, au Japon et en Chine. Et donc, je vais faire un pas dans le plan produit vers une offre qui va exactement correspondre aux attentes américaines et asiatiques, dont chinoises. Donc, dans le plan produit, vous avez un modèle qui sera évidemment mondial, mais dont les caractéristiques seront très attendues du côté américain, NAFTA plus exactement, donc Amérique-Canada, enfin États-Unis, Canada et Mexique, et Chine. Donc Alfa Romeo veut être la marque premium mondiale du groupe Stellantis, et en conséquence, mon plan produit doit intégrer cette donnée et le fera. On a validé ça là, d'ailleurs, et donc on aura une offre qui va aller au-delà du segment D avant 2030. Et pour le moment, le segment D, c'est la Giulia. Comment est-ce qu'on pourrait... Que devient-elle et comment la relancer de toute façon si elle... Giulia existera, hein. Je ne sors pas du sedan. Hein. Et sa plateforme en soi est amenée à devenir la ST Lala. Alfa Romeo convergera vers les plateformes du groupe Stellantis à partir de 2024 et sera totalement architecturé autour des plateformes du groupe Stellantis à partir de 2025. Et ce qui va me permettre de faire mon marché, on va dire, sur un certain nombre de choses, à commencer par le fait que Alfa Romeo sera la première marque à bénéficier d'une architecture électronique absolument nouvelle et en 2025, qui va équiper un modèle de notre gamme assez reconnu et assez iconique. Et donc on va être vraiment à l'avance de phase
sur cette offre-là. Donc moi je vais pouvoir aller attraper l'architecture électronique la plus update du groupe, les powertrains de très très haut niveau qui seront développés à cet horizon, probablement le niveau le plus élevé de batterie, de pack batterie du groupe. Bon, voilà quoi. Donc, et puis l'accès aux plateformes me permet des marges de manœuvre en style qui sont impressionnantes. C'est-à-dire que la caractéristique principale d'une prestation électrique sur les plateformes qu'on a, c'est que ça vous rapproche d'un plancher plat. Et d'une stabilité au sol, puisque par définition, le garde-sol, le centre de gravité. Oui, alors ça c'est, je veux dire, effectivement, tout le monde bénéficie de ça. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, nous, c'est amener la touche d'Alfa Romeo dedans. C'est-à-dire que moi, faire du 0 à 100 en moins de 3 secondes, bon, c'est bien. Mais ce que je veux, c'est faire du 0 à 100 en moins de 3 secondes, d'une part, mais être capable de prendre le premier virage, vous voyez. Donc le compromis Presta, agilité en dynamique est fondamental. Donc on va bosser là-dessus. Mais ça me permet un champ d'accès à des technos qu'Alfa Romeo seul ne peut pas se payer. Alors une fois qu'on a dit ça, la synthèse client d'Alfa Romeo n'est constituée que de gens nés à Balocco, quoi. C'est-à-dire que celui qui aujourd'hui spécifie les prestations de ce que sera la nouvelle génération de Stelvio Giulia, c'est un garçon qui a fait la GTA. C'est-à-dire que le patron de la synthèse client, c'est Fabio Migliavaca qui a travaillé sur la GTA et qui travaille avec Domenico Bagnasco qui a mis au point les aérosols de GTA. C'est-à-dire qu'on transporte dans le monde d'après le passé et tout l'actif que l'on a en matière de dynamique véhicule avec ces gens-là. C'est Fabio, c'est un pilote. Hein. Fabio Migliavaca, il a fait 10 ans de piste. Donc quand il sort de la piste, bon, alors il a fallu le calmer sur Tonal en disant c'est une voiture. On va rester. Voilà, il faut que ça se conduise en dehors d'une. Mais c'est ces gens-là qui spécifient les voitures du futur. Et le futur, c'est aussi pour connaître Alfa Romeo, la Formule 1. Nous avons renouvelé le partenariat avec Sauber parce que, ça se passe bien. 2, il progresse. L'année dernière, tout le monde me disait, mais non, faut pas, P9, P10, ça va pas, tout ça. Bon, on a fait confiance à Frédéric Vasseur, à ses équipes, à Valtteri Bottas, à Guanyu Zhou. Aujourd'hui, ils sont P8. Là, cet après-midi, à Silverstone. Et tous les week-ends, ça bagarre, ça va dans les points. C'est un partenariat important. Le retour sur investissement pour Alfa Romeo est extraordinaire. C'est une discipline mondiale et c'est cohérent avec l'image d'Alfa Romeo depuis toujours. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous avons, comme vous le savez, un contrat pluriannuel avec une évaluation annuelle. Cette évaluation annuelle sera faite en temps et heure et je vous dirai si oui ou non je vais en 2023 avec le projet. Mais bon, ça on en parle dans quelques semaines. 2, Alfa Romeo ne sera pas en Formule 1 avec autre chose qu'un moteur Ferrari. Vous me voyez rouler avec un moteur Mercedes? Bon, donc non. Alfa Romeo est en Formule 1 avec un moteur Ferrari. Pas que pour des raisons contractuelles, pas que pour des raisons actionnariales. Parce que Ferrari, c'est la nazionale en Italie. D'accord? Moi, je suis l'Italie, mais eux, c'est la nazionale. Et vous n'oubliez pas qu'en 1924, on a embauché chez Alfa Romeo un certain Enzo Ferrari, recommandé au passage par personne, qui a fait un peu une carrière après. Donc, qu'est-ce que je ferais avec un moteur qui ne serait pas Ferrari? J'ai pas de moteur Ferrari, je sors. C'est tout. Je peux faire des boîtes, je peux faire plein de trucs, mais si j'ai pas un moteur Ferrari, ça n'a pas de sens. Merci monsieur. Voilà.